Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fuel and Facts, le podcast qui parle de sciences, de sport, de nutrition et de celles et ceux qui le vivent. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, on va parler de hors-série parce que c'était un épisode qui n'était pas prévu dans mon calendrier de publication. Il remonte à la semaine de l'UTMB fin août 2025 et en fait, il est issu d'une conférence qu'on a fait en présentiel avec les deux Charline sage-femme et Orgasme et moi sur les réseaux sociaux. On a mis les micros et la caméra en se disant que si jamais on arrivait à en tirer quelque chose, ce serait intéressant de vous le partager parce qu'il y avait une vingtaine de personnes qui étaient présentes justement sur place et on trouvait ça bête que tout le monde ne puisse pas en profiter. Alors que le sujet est hyper intéressant, parfois tabou, alors que je trouve qu'il est important, on a parlé de sexualité et de sport. Ça part d'une discussion à la base avec Charline, Orgasme et moi, et on s'est dit que ce serait intéressant d'allier nos connaissances et nos expertises pour pouvoir vous partager nos connaissances et notre vision sur le sujet. Pardonnez-nous d'avance si le son et l'image ne sont pas d'une excellente qualité, mais je pense que dans tous les cas, vous pourrez en retirer des éléments qui vous serviront pour votre pratique sportive personnelle. Comme toujours, je vous mets un maximum de liens en description. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter. C'est hyper important pour m'aider à soutenir le podcast et puis avoir toujours plus d'invités exceptionnels dans celui-ci. C'est un tout petit geste pour vous, mais pour moi, c'est ultra important et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc je vous remercie par avance pour ceux qui vont le faire. Sur ce, je vous souhaite un très bel épisode. Alors, pour retracer un peu l'histoire du talk, c'est Nouchka qui m'avait proposé lors de la Maxi Race de parler du lien entre le sport et de la vie intime, la vie sexuelle. Et j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, mais t'as grave raison parce que c'est un sujet qui est très peu abordé, qui reste encore un grand tabou, même parmi les sportives. Voilà, enfin voilà, qui n'échappe pas à la règle générale, qui fait que de manière en France, c'est un sujet encore extrêmement tabou. Et puis en plus, c'est vraiment deux sujets dans lesquels on peut aller chercher des liens de part et d'autre, c'est-à-dire quel est l'impact du sexe sur la performance sportive, quel est l'impact de la performance sportive sur notre sexualité. Donc voilà, ce qui va être intéressant aujourd'hui, ce qu'on va essayer en tout cas d'initier, c'est d'avoir des éléments de réflexion sur ce lien entre les deux. Donc à la fois sexualité et sport, même j'ai écrit sport performance. Je pense que nous tous d'ici, on est plutôt dans une peut-être une approche sport santé, sport plaisir, etc. Mais en fait, on va se rendre compte, en tout cas, j'espère, voilà, vous donner des pistes, dire que en fait, ce qu'on aborde à travers le sport performance va s'appliquer en réalité à un certain nombre de sportives, dès lors que vous pratiquez régulièrement ou avec assiduité. Donc, je vous présente. Je vais laisser d'ailleurs mes complices se présenter, Charline. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Charline aussi. C'est pas mon nom de famille aussi. Je suis Charline Gaillot. Je suis sage-femme. Et j'ai plein de trucs à vous dire sur ce sujet. Et ben moi c'est Nouchka, je suis diététicienne du sport et c'est vrai qu'on avait échangé avec Charline à la Maxi Race parce que je pense qu'une des questions qui revient souvent c'est on peut avoir des rapports sexuels la veille d'une compétition. En fait, je crois que c'est parti de là. Ouais, c'est ça. Je lui ai posé cette question et moi j'ai pas la réponse forcément. Je pense que c'est plus son milieu. Moi, je m'intéresse forcément plus à la nutrition, à la performance, à tout ce qui tourne autour de la performance. Et ce matin, d'ailleurs, je parlais avec une fille qui me disait que elle gravitait pas mal autour du milieu du foot et que dans le foot, t'as certaines équipes où pendant leur compétition, genre ils leur mettent à disposition de quoi s'amuser pour pouvoir être détendus le jour de leur compétition, quoi. Hyper intéressant, merci. Alors, j'ai peur ça. C'est très bien. Est-ce que le volume sonore est assez fort ou vous voulez qu'on parle un peu plus fort? On peut. On va essayer de monter, ouais d'accord, ok. On va essayer de monter un peu le volume sonore pour les personnes du fond. Ok. Moi je propose, Nouchka, qu'on commence directement par cette question qu'on m'a déjà posée. C'est, j'ai déjà entendu dire... On veut savoir. Ouais. Parce que un truc que j'ai entendu, c'est que ce serait bien pour les filles, mais pas pour les mecs. Ok. Alors attendez, on va faire un petit sondage ici. Qui pense que c'est plutôt positif de faire l'amour la veille d'une compétition sportive? Qui pense que c'est plutôt négatif? Ok. Qui pense que c'est neutre? Moi, je crois qu'on est assez répartis. C'est hyper intéressant. Alors du coup, pour répondre à cette question de manière assez rigoureuse, je suis allée un peu dans la littérature scientifique. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a 2 études majeures qui sont sorties, qui font ce qu'on appelle des systemic review, donc ils vont aller chercher
donc dans toutes les études. Donc en fait, ça nous a un peu mâché le travail. Donc dans les centaines d'études qui sont parues depuis 40 ans sur le sujet, est-ce qu'on a des réponses précises sur l'impact positif ou négatif du sexe dans les heures qui précèdent une compétition sportive sur les résultats lors du jour J. Voilà, quelques conclusions de ces deux études majeures sur l'impact du sexe sur la performance sportive le lendemain. Première chose, il n'existe aucune preuve, c'est-à-dire il y a absolument aucune preuve quand on regarde ces centaines d'études qu'il y a le moindre impact négatif. Donc on peut pas dire si c'est, on peut pas vraiment dire que c'est positif, mais dans un premier temps, on a écarté tout impact négatif d'une relation sexuelle sur la performance, à condition il y a un simple impact quand ça a lieu dans les 2 heures qui précèdent la compétition sportive. En gros, si demain vous généralement t'es dans la navette en vrai, donc donc ça va. Après, ça peut se faire. Franchement, bon, les gars, un peu de respect sur vos voix. C'est exactement ça. Vraiment. Alors ensuite, Nouchka t'a donné un super élément de réponse. Effectivement, il y a des études qui montrent que ça peut même avoir un impact positif sur plusieurs choses. D'abord, la qualité de sommeil, parce qu'on a tendance à être assez stressé, à essayer de se rassurer, ce qui est normal, une anxiété d'avant-course. Et ben effectivement, potentiellement, on va avoir moins de difficultés d'endormissement et une meilleure qualité de sommeil. Deuxième chose, ces endorphines qui sont libérées pendant le cocktail hormonal. Alors, je vais faire un tout petit peu. Est-ce que voilà, on va être en interaction. Qui peut me citer les hormones qui sont libérées au moment d'un orgasme? Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de dopamine. Dopamine, excellent, absolument. Je suis sûre que vous avez des réponses ici. Endorphine, absolument. Endorphines qui sont vraiment des hormones de relaxation, de bien-être. Donc on a dit la dopamine, c'est le circuit de récompense, c'est ce qui va nous donner une sensation de quelque chose de positif. Répète. Absolument. Ocytocine, hormone de l'amour, qui favorise également une forme de relaxation. Voilà, l'adrénaline, la noradrénaline. Est-ce que ce ne serait pas les mêmes hormones que pendant le sport au final? La sérotonine. Ouais, vraiment, vraie question. En fait, il y a énormément de parallèles entre ce que tu libères lors d'un effort, notamment prolongé, et ce que tu peux vivre effectivement dans le cocktail hormonal orgasmique. La seule différence, peut-être, ça va être au niveau de la dopamine, qui est vraiment sur un énorme pic au moment de l'orgasme, alors que dans un effort sportif, on va plutôt être sur la sérotonine, endorphine, ouais. D'accord. Et puis l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de l'attachement, voilà, vraiment qui sont plus spécifiques à l'orgasme. Voilà. Et effectivement, c'est quand même globalement propice à une meilleure nuit d'avant-course. Et ensuite, la question, c'est pourquoi du coup des entraîneurs, notamment dans l'athlétisme, disaient à leurs athlètes pas de sexe la veille d'une course, déconnez pas, dodo sans sexe. Parce qu'en réalité, il y avait énormément de facteurs associés parfois au sexe qui n'avaient pas été isolés dans les études. C'est des facteurs négatifs, au hasard, l'alcool. Donc effectivement, en fait, on leur disait pas de sexe, alors qu'en réalité, on voulait leur dire, les mecs, vous couchez pas à 3 heures du matin. C'est associé parfois le sexe à des nuits blanches. Voilà, c'est une mauvaise idée, c'est-à-dire, franchement, voilà, quand bien même on s'entend très bien, il y a une super connexion sexuelle, un petit câlin rapide et un super orgasme avant dodo, c'est une bonne idée. Mais vraiment retourner la chambre et l'appart dans tous les sens jusqu'à 3 heures du mat, c'est moins une bonne idée. Voilà, donc c'était associé à se coucher trop tard, à consommer de l'alcool, parfois des substances. Donc en réalité, c'était plutôt associé à des facteurs négatifs qui sont isolés en réalité de la sexualité. Et si on les met de côté, on réalise qu'en réalité, il n'y a pas d'impact négatif. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que je raconte. Donc cette légende urbaine, elle est juste liée à des facteurs qui polluaient en fait nos études. Donc voilà, j'ai écrit donc c'est ok pour le sexe à condition de rester sage, de pas le faire dans la navette. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez vous-même eu je sais pas si vous pouvez en dire ça. Quelle était votre intuition? Est-ce que ceux qui avaient répondu positif, vous pouvez relever la main?
Ok. Est-ce que voilà, vous êtes convaincus, voilà, vous avez compris pourquoi. Ceux qui avaient dit négatif. Alors, je suis intéressée. Négatif. Est-ce que voilà, Moi, c'était ma question, c'était les 2 heures juste après. ouais, Donc, si on court, par exemple, même pour un footing, pas nécessairement pour une course, ouais. quand c'est les 2 heures juste après, c'est Ouais. quand même, enfin, je sens Il y a un impact, hein, il y a un impact potentiel. En vrai, l'impact est minime si c'est dans les plus de 8 heures avant. Donc en gros, vraiment, si c'est la veille avant dodo, vraiment rien. Il y a même des études qui disent qu'il y a aucun impact jusqu'à 30 minutes avant. Tu vois, il y a des études qui se battent en disant est-ce que c'est 2 heures avant ou est-ce que c'est 30 minutes avant qu'il n'y a pas d'impact. Mais effectivement, là, il peut y avoir ce qu'on ressent, bah, ça va vous parler. Il y a des fois où en fait on a un orgasme et ben les hormones, les endorphines en particulier, sont telles qu'on a juste envie de dormir. Bah oui. Ça vous parle, j'imagine. Et en fait, c'est potentiellement cet effet-là qu'on cherche à éviter en essayant d'être plutôt la veille au soir que le matin même, si on a vraiment envie d'un câlin. Il y a une question. Là-bas. Oui. J'ai une question un peu spécifique. Est-ce que, en fonction de notre alimentation, on pourrait avoir dans notre stock stomacal, intestinal, bactérien, des trucs qui prédisposent à avoir soit des orgasmes puissants, plus fréquemment ou plus fort? C'est genre, pouvoir sécréter plus de dopamine, en fonction de ton alimentation, Ouais. sérotonine, des trucs comme ça pourrait. Ça peut jouer, je pense, en fonction de ton équilibre alimentaire. Je t'avoue que j'ai pas regardé s'il y avait vraiment des données là-dessus. Mais je pense, parce qu'on sait qu'une alimentation équilibrée, même une alimentation qui va être assez riche en graisse, ça va favoriser la production d'hormones sexuelles. Donc derrière, ça va aider sur la libido. Donc évidemment, je pense que ça a un impact, ouais. Il y a un impact entre alimentation, désir. Ah ouais, complètement. On ferait tellement un bon bouquin à écrire. Tout autour de cette table, simulté, c'est un livre. En fait, et puis Greg, t'anticipes la deuxième partie. C'est ce que j'allais dire. Alors, avant d'aller sur cette deuxième partie, j'avais juste envie de nuancer en fait ce que je dis avant, parce que les 2 études systémiques qui ont été menées en 2016-2022, quand je dis systémique, ça veut dire qu'elles ont revu plus de 300 publications scientifiques, thèses, vraiment, et publiées dans des revues de première importance. Et en fait, elles ont mis en lumière des énormes lacunes. En gros, les 2 études systémiques finissent par on manque de données, vraiment de données approfondies. Il faut absolument, Greg a raison, il faut continuer. Il faut continuer à creuser parce on est loin d'avoir toutes les réponses. Parmi les grosses lacunes identifiées, il y en a une qui m'a fait hurler, je vous avoue. Si je vous dis que toutes ces études, il y en a extrêmement peu qui ont étudié des sujets femmes. Comme dans beaucoup d'études, au final. Non, mais c'est en vrai, c'est Même ça. dans le sport, il y a beaucoup d'études où les femmes sont très peu représentées, quoi. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire en fait, tu lis et c'est Women must be studied too. Et t'es là, excusez-moi, pardon. Du coup, vous avez considéré qu'on n'avait pas de vie sexuelle, quoi. C'est honteux. La deuxième grosse lacune, c'est older subjects might be subject. Tu vois, et je suis là, attendez, c'est quoi older? En fait, il y a très peu de personnes, de volontaires à ces études qui avaient plus de 25 ans. Donc, en réalité, donc on est là. Je dis, ok, donc en fait, toute cette littérature scientifique se base sur les performances de jeunes gars, de jeunes men de 25 ans, etc. dans la force de l'âge. Donc, on n'a absolument mais aucune visibilité. Et troisième chose, il y en a peu qui peu d'études fournissent l'impact de la sexualité sur des sports tels que le nôtre, tels que le trail, des sports d'endurance. On est beaucoup sur du sprint, de combien tu peux soulever, de combien de traction tu peux faire, un peu de VMA, un peu d'aérobie, mais en réalité, il y a très très peu d'études sur le trail. Effectivement, il y a un bouquin à écrire. T'as mené une étude sur l'UTMB 2026. Ouais, c'est ça. Tu fais passer, tu sais. C'est volontaire pour avoir des rapports la veille. Mais pas dans la navette. Ouais. D'ailleurs, c'était soulevé, mais c'est ça. En fait, on a du mal à faire des études en double aveugle, qui est quand même un truc de rigueur scientifique, parce que bizarrement, tu peux pas vraiment être aveugle au fait d'avoir eu un rapport sexuel ou pas. Donc, il y a un biais évidemment scientifique de base. Et enfin, et ça, je pense que c'est le plus drôle. Imaginez que tout ce que je vous ai raconté, on a étudié que le sexe en duo partagé
Et genre, ils sont pas allés chercher l'impact de la branlette, la masturbation, qui est quand même Je crois beaucoup... que t'avais parlé de gangbang, là. Mais c'est... Moi, je pense que Chamois Gang, vous avez une mission. Voilà, on n'a pas l'impact de la branlette avant l'effort, 2 heures avant, 8 heures avant. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire vachement sympa. Si des gens veulent bien se dévouer ici. Voilà, donc ça, c'est pour le premier impact. Écoutez, pour la seconde partie que Greg a commencé à introduire, l'impact du sport et de l'alimentation sur la sexualité, la libido, peut-être Nouchka, je vais te laisser débuter cette partie. Ouais, j'ai pas forcément besoin de... Ouais, bah non, bah je pense que t'as ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Charline il y a quelques mois, du fait qu'il y avait beaucoup de sportifs qui avaient pas forcément de libido, qui ressentaient pas forcément le besoin d'avoir des rapports sexuels. Elle me disait même que il y avait beaucoup de trailers, même à très haut niveau, qui en fait n'avaient pas d'érection matinale le matin et que c'était pas normal. Et c'est vrai que l'alimentation peut forcément jouer. Alors peut-être que vous avez entendu parler ces derniers mois, ces dernières années du syndrome RED-S. On en a Est-ce qu'il beaucoup faut parlé. remonter le sens? Nouchka, vas-y. Attends, je m'avance un petit peu. On a beaucoup parlé ces dernières années ces derniers mois surtout du syndrome RED-S, qui est un syndrome en fait où on va pas manger assez d'énergie par rapport à ce qu'on va dépenser. C'est un syndrome qui est un petit peu fourbe parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand on fait des sports d'endurance comme nous et qu'on dépense beaucoup d'énergie. Et sur le long terme, ça peut avoir des conséquences très néfastes sur la performance, mais aussi la santé. Et c'est le cas de tout ce qui touche à la fonction reproductive et notamment les hormones sexuelles. On sait que typiquement les hormones sexuelles, c'est nos matières grasses et notre masse grasse qui vont les fabriquer. Et donc quand on en a moins, on va moins en fabriquer et c'est ça qui peut conduire à des troubles du cycle chez la femme, mais chez les hommes à une baisse de la testostérone et donc une baisse de la libido, de la fonction érectile, etc. Donc c'est pas peu commun d'observer. Alors je sais pas s'il y a des études qui ont été menées chez les sportifs pour voir un peu la différence de libido entre les sportifs et les sédentaires. Je sais pas si tu as connaissance de ça. Eh ben il y en a, mais encore une fois ça étudie majoritairement les hommes. Okay. Effectivement, on observe au-delà d'un certain nombre d'heures de sport par semaine, au-delà de 10-12 heures, effectivement, ça vient éroder, comme tu l'as dit, la testostérone. Juste pour rappel, la testo, elle est sécrétée par tout le monde. Quel que soit notre genre, on sécrète tous de la testo. Nos ovaires, par exemple, sécrètent également de la testostérone. Et c'est effectivement une hormone qui drive énormément le désir. Et quand elle est érodée, voilà, je pense le RED-S c'est vraiment, c'est un coup de massue en fait, clairement sur les hormones sexuelles. Et puis c'est très progressif en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais ça met plusieurs mois, voire plusieurs années à s'installer. Et le problème, c'est qu'après, pour inverser la tendance, c'est aussi très très long. Ça peut durer plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années, si c'est installé depuis très longtemps, quoi. Et en fait, le sport performance, c'est comme Nouchka l'a dit, il y a le côté masse grasse, mais il y a aussi le stress auquel on s'expose, et notamment la sécrétion de cortisol. Et le cortisol, il est fabriqué par l'une des mêmes briques que l'une de nos hormones reproductives en tant que femme. Et donc, parfois, le corps, il doit choisir entre, en fait, là, je sécrète beaucoup de cortisol et donc, j'ai plus assez de briques pour créer mes oestrogènes. Mais aussi, en tant que nana, on sait que, effectivement, si on n'a pas suffisamment de masse grasse, ça peut bloquer notre cycle, créer une aménorrhée. Par le fait, vraiment, j'ai pas assez de briques pour créer mes hormones pour avoir mes règles, mais aussi quand je sécrète beaucoup de stress, et ça, il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau, hein, vraiment. On sait notamment que les sports d'endurance, parfois, chez les nanas, notamment parfois quand on court le matin à jeun, ça peut aussi faire qu'elle a beaucoup de cortisol, et parfois, ça envoie un message à notre cerveau en disant, en fait, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de réserve, ne lance pas notre système hormonal qui fait qu'on a nos cycles régulièrement et forcément notre libido peut aussi être impacté par nos cycles. Et donc parfois quand on est en aménorrhée ou quand on a des cycles irréguliers, on a des ovulations irrégulières. Or, ces changements hormonaux ont aussi une incidence sur notre désir. Et si on va plus loin dans la vie intime, pour les projets bébés, parfois on pense aux femmes en disant, forcément si elles ont une aménorrhée, elles ovulent pas et donc ça peut rendre plus difficile l'arrivée d'un enfant.
Mais chez les messieurs, quand on pratique beaucoup de sport, le fait d'avoir les testicules au chaud pendant longtemps, eh bien, ça fait bloquer la spermatogénèse. Et ça fait partie des questions qu'on pose quand on est en désir de grossesse. Combien d'heures de sport vous faites? Quel type de sport vous faites? Parce que quand on a des leggings méga serrés, des slips super serrés, qu'on est sur son vélo pendant des heures, eh ben, ça peut aussi avoir un impact. Et donc, c'est là aussi où on se dit, c'est tout l'équilibre à trouver entre les projets de vie intime et la pratique sportive. Ouais. Hyper intéressant. Merci vraiment pour cet éclairage. Et juste parce que le cortisol, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est l'hormone du stress. Et je voulais juste rappeler que le cortisol, c'est une hormone merveilleuse qui est surtout l'hormone de l'adaptation. Et quand on fait subir à notre corps des efforts prolongés ou énormément d'efforts, etc., en fait, le corps sécrète des pics de cortisol en réalité pour s'adapter au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau pulmonaire, etc. Et donc, ces pics de cortisol, exactement, voilà, ont des impacts hormonaux que Charline vous a expliqué. Et donc, effectivement, même si on se nourrit suffisamment, parce que on peut avoir des baisses d'hormones sexuelles parce qu'on ne se nourrit pas suffisamment, mais même en se nourrissant correctement, on peut malgré tout, à cause de ces pics de cortisol, observer toutes les conséquences hormonales et une baisse de la testo chez tout le monde, donc de la libido. Et pour la petite anecdote, il y a un athlète olympique dont je ne citerai pas le nom, à qui j'ai posé la question. Je lui ai dit, mais toi qui es dans le haut niveau depuis 20 ans, est-ce que tu as connu des phases où tu avais une disparition des érections matinales parce que c'est chez les hommes vraiment assez symptomatique, soit du REDS, soit d'un surentraînement qui vient complètement balayer la testo ou les érections réflexes. Et là, il me dit c'est ouf que tu m'en parles. Ça fait 20 ans. Mais ouais, mais il m'a sorti ça. Il m'a dit ça fait 20 ans que je suis dans le haut niveau et entre mecs, surtout dans des sports olympiques où on est quand même tous, notamment chez les mecs, en train de rouler des mécaniques. Tu nous vois arriver, qu'on soit dans le stade ou sur un tatami, on est tous quand même vachement en mode vas-y, je suis dans la place. Donc c'est évidemment pas des sujets. Et c'est pareil chez les footballeurs. Et ce qui est hyper intéressant, je disais mais waouh, enfin moi ça m'a fait un mind blow. Tu les imagines comme des dieux du stade. Et donc des dieux sexuels, tu vois, enfin vraiment littéralement, ils sont sculptés, les corps sont magnifiques, quel que soit le genre, tu vois. Et tu dis en réalité, derrière ces corps athlétiques sur musclés, à côté de ça, les mecs ils ont pas d'érection. Enfin moi ça m'a fait un choc, je me suis dit c'est fou, c'est un truc, il y a un mythe qui s'effondre. Et il me disait mais entre nous on n'en parle pas parce que c'est très tabou. Et il dit et moi qui suis papa d'un petit garçon, et un jour il est venu me voir en me disant papa, mon zizi il est tout dur. Il me dit j'ai sorti ton livre. D'ailleurs, petit clin d'œil parce qu'il y a Alice de la librairie Landru qui est venue avec quelques livres. Merci beaucoup. Mais il me dit donc j'ai sorti ton livre, je lui ai expliqué. Mais surtout, en fait, j'ai pris conscience d'un truc lunaire, c'est que ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, cette érection matinale réflexe, que je me souvenais même plus que ça existait. Ouais, c'est dingue. Voilà. Donc c'est quand même assez significatif. Ouais. Qui t'a parlé d'érection matinale, est-ce qu'on parlerait pas de périnée? Allez. On avait aussi envie de parler de physique, de l'aspect physique, anatomique de l'impact du sport sur la vie intime en vous parlant de périnée. Donc pour rappel, le périnée, c'est l'ensemble des muscles qui se trouvent au niveau de notre bassin, qui ferment notre bassin. On en parle souvent pour les femmes, mais les hommes aussi ont un périnée. C'est juste un groupe musculaire, au même titre que vous avez des abdos, des muscles dorsaux qui sont un groupe de muscles, on a tous un périnée. Et le but de ces muscles et de ces tissus, c'est de maintenir nos organes. C'est pratique quand on est en station debout, mais aussi de maintenir nos urines, nos selles, nos gaz. Et on se pose la question de est-ce que le sport, ça a un impact positif ou négatif, notamment sur le tonus du périnée. Selon vous, est-ce que faire beaucoup de sport, ça a plutôt tendance à faire qu'on a un périnée plus fort, donc moins de problèmes de périnée, ou plus de problèmes de périnée? Ça dépend un peu du sport, ouais. Ok.
Alors, on peut faire voter. Alors, dites-moi plus, ça dépend du sport. Vous avez quoi en tête? Par exemple, le cyclisme, Ouais. le fait d'avoir tant le fesses et le périnée sur la selle peut avoir un impact négatif. Négatif. Ok. Vas-y. La natation, Ouais. ça a un plus grand impact parce que la ceinture abdominale est toujours tendue et du coup, ça la muscle au fur et à mesure. Et C'est intéressant. En fait, et donc là, je parle encore une fois hommes et femmes. Forcément, souvent, on voit plus facilement l'impact négatif chez les femmes, notamment les fuites urinaires, parce que la distance vessie extérieure est plus courte. Mais ça peut impacter tout le monde. Les hommes comme les femmes peuvent avoir des fuites d'urine, de sel, de gaz. On a remarqué, grosso modo, chez tout le monde que, en fait, au moins on fait de sport, au plus on peut avoir des troubles du périnée. Le fait de se mettre au sport, de gagner en tonus, souvent ça fait gagner en tonus du périnée, mais par contre chez les sportifs de haut niveau, là on a plus des chiffres chez les femmes, on sait que un tiers des sportifs de haut niveau ont des troubles périnéaux. Et souvent on pense que les fuites urinaires c'est forcément parce qu'on a un périnée qui est relâché, donc pas assez musclé par exemple comme en natation, où effectivement on a un bon tonus des muscles profonds. La réalité c'est que parfois quand on est trop musclé, le périnée hypertonique peut aussi causer des dégâts parce que le périnée, c'est comme un hamac. En fait, il a besoin de rebondir. Si je lance une boule de bowling sur un hamac, s'il est complètement relâché, la boule de bowling va toucher le sol. S'il est trop tendu, c'est possible qu'elle perce. Alors que s'il est tendu comme il faut, elle va rebondir. Et ce, peu importe le poids presque de la boule de bowling. C'est un peu la même chose avec le périnée. On n'a pas envie qu'il soit ni trop mou, mais ni trop musclé non plus. Et donc, parfois, quand on est très musclé, et bien finalement on a une hypertonie du périnée qui peut également causer des fuites urinaires parce que quand on éternue, le périnée il fait pas son rôle de trampoline et donc au bout d'un moment juste l'urine elle transperce, j'allais dire. Excusez-moi pour cette vulgarisation, on est bien. Mais elle est géniale cette image, elle est géniale. Mais aussi une hypertonie, notamment quand on fait beaucoup de sport, vu que là on parle plutôt de faire du sport, ça peut aussi causer d'autres troubles. Et là, je vais plus parler des femmes, notamment des douleurs parfois pendant les rapports. Mot médical, dyspareunie. Donc, les douleurs pendant les relations sexuelles, ça peut être tonique, la pénétration peut être difficile, voire même il peut avoir un vaginisme, c'est-à-dire pénétration impossible. Et c'est des choses dont on parle pas toujours. Mais le sport à haut niveau est vraiment le côté hypertonique. Dans certains sports, effectivement, ça peut avoir un impact négatif sur le périnée. Et là, ça va effectivement dépendre des sports parce qu'il y a des sports où on peut être et très tonique et très souple. Je pense par exemple au yoga qui mêle les deux. C'est presque caricatural à quel point ça mêle les deux. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui est aussi important à aborder parce que les fuites urinaires, c'est également extrêmement tabou. Ça peut avoir un impact sur la vie intime aussi parce que quand on rentre chez soi, qu'on a la culotte qui sent l'urine, qu'on a peur même dans certaines positions, peut-être d'avoir des fuites urinaires ou même des fuites de gaz, même si c'est un petit peu rigolo pendant les rapports. Et ben n'empêche que quand ça arrive souvent, parfois, ça peut peut-être bloquer aussi les rapports. Et un impact, s'il y a un impact sur le périnée des hommes, et ben ça peut également impacter l'érection. Et donc tout est entremêlé. Parfois on n'ose pas en parler et le but aussi de ce talk, c'est de se dire ok, en fait on n'est pas seul. Si jamais ça nous arrive, en fait on en parle. Il y a des solutions, c'est quand même ce qui est important. Et concernant le périnée, vous pouvez en parler à votre gynéco, votre sage-femme, votre eximo aussi, et les personnes qui sont habilitées à rééduquer un périnée, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, que ce soit pour des fuites ou pour des douleurs, et ben vous pouvez aller voir sage-femme ou kiné, vraiment peu importe, que vous soyez homme ou femme, que vous ayez des enfants ou non, que vous ayez 7 ans ou 77 ans, vraiment, il est jamais ni trop tôt ni trop tard pour prendre soin de son périnée. Merci. Ouais. Là, mais, Une question au fond de la classe? Tous les kinés vont pas être habilités. Non, tous les kinés ne font pas de la rééducation du périnée. On m'avait parlé dans un atelier de pratique pour savoir si on avait un périnée qui était trop contractile ou pas assez contractile. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a un périnée qui serait trop contractant ou pas assez contractant? Bah, ça va être vraiment en termes de... alors,
Trop contracté, alors pour le coup, je vais plus répondre pour les nanas. Trop contracté, ça va être j'ai du mal à utiliser des tampons, des cups, à avoir des relations intimes avec pénétration ou à avoir des examens gynécologiques. Ça va être aussi parfois des personnes qui ont du mal à relâcher pour faire pipi. Ça peut être mixte du coup. Vraiment, je me rends compte que je pousse tout le temps pour faire pipi, sinon ça ne se relâche jamais. Et là, vous vous dites, est-ce que je pousse pour faire pipi? Bah, regardez. Est-ce que ça peut varier en fonction des moments? Ça peut varier en fonction des moments du cycle, notamment au moment des règles. Souvent, ça va plus causer un relâchement. Et donc, si on a un côté hypertonique, ça peut avoir un côté plus bénéfique au moment des règles. Alors que si c'est hypotonique, on va avoir plus de fuites au moment des règles. En tout cas, les fuites urinaires ne sont pas symboles de est-ce que c'est hyper ou hypo, parce que ça peut être les deux. Souvent, c'est plus hypotonique, mais dans le monde du sport, c'est souvent plus hypertonique. Et puis après, il y a le profil des personnes. Souvent, souvent, quand on est très musclé de partout, j'ai envie de dire, le périnée, c'est le premier abdos. Donc, souvent, si vous avez des abdos, vous avez souvent un périnée tonique, voire hypertonique. Voilà, il y a aussi un côté de à quoi ressemblent mes muscles profonds en général. Merci pour la question. Et vraiment, mais merci Charline, parce que hier j'étais aussi avec Sabrina Sapsanté sur cet atelier périnée et sport. Et moi c'est bête, hein, mais quand elle a dit ça, une goutte, c'est déjà une fuite urinaire. Et ça, pour moi, ça m'a fait une prise de conscience. Alors ça me concerne pas, mais j'ai retenu qu'il fallait le dire. Ouais. Et déjà une goutte, c'était une fuite urinaire. Il fallait pas passer à côté, il fallait pas laisser passer. Et la deuxième chose, effectivement, pour les dyspareunies, je rappelle, les douleurs pendant le sexe ne sont pas jamais normales. Sauf si elles sont recherchées. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet. Voilà. Les dyspareunies, c'est pas un mot qui est genré. Les dyspareunies, ça concerne tout le monde. Ouais. À ce niveau-là. Mais oui, et tout le monde aussi associe dyspareunie. Et c'est bien, tu fais le lien avec la troisième partie. Tout le monde associe dyspareunie à pénétration, alors qu'en réalité, une dyspareunie, ça peut venir en dehors de toute pénétration. Je vous donne un exemple de base, et c'est là où je réalise que je suis pas venue avec mes petites peluches anatomiques. C'est que par exemple, il y a des adhérences, par exemple, au moment du décalotage. Donc un prépuce qui a du mal à se contracter, à se rétracter, ça peut être un phimosis, et ces phimosis, ils n'ont pas besoin de pénétration pour apparaître. Les phimosis, je rappelle, c'est 20% de la population, toute population confondue. Ça signifie que c'est 20% des pénis et 20% des clitoris. Ces adhérences, elles sont pas normales. Il faut aller voir effectivement un urologue, généralement pour une circoncision. Et si vous avez un clitoris et que vous vivez ces adhérences, il y a également des opérations. C'est vraiment, ça prend littéralement 5 secondes. Hein. On passe un laser et c'est fini. En fait, c'est ce qu'on appelle un désenfouissement. Ces adhérences, elles sont pas normales. Il peut y avoir, de manière générale, des douleurs même vulvaires en dehors de toute pénétration. La moindre. Et toi, tu parlais du vélo. On a. Bah oui, c'est ce que tu dis, bah vas-y. Non, mais en fait, il y a plein de femmes qui font du vélo, qui effectivement se plaignent de douleurs vulvaires, et même en dehors de toute pénétration, ça rend toute la zone, et en particulier le vestibule, hyper inflammatoire. On ne passe pas à côté d'une vulvodynie ou d'une vestibulodynie. Il faut consulter en fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez des douleurs, quel que soit votre sport, allez consulter, voilà. Mais c'est vrai que parfois juste pour rebondir, c'est vrai que moi j'ai parlé des dyspareunies, donc c'est forcément par définition des douleurs pendant les rapports, mais tout ce qui est douleurs vulvaires, vulvodynie, etc. Ça peut être aussi juste les sous-vêtements ou même les slips, pantalons très serrés qui créent des frottements plus que la normale des frottements. On va dire qu'on est d'accord quand on pratique beaucoup, mais en fait c'est vrai que parfois c'est juste difficile de choisir ses tenues de sport à cause de douleurs. J'ai une question. Est-ce que du coup, il vaut mieux ne pas mettre de slip? Enfin, est-ce que c'est mieux de pas mettre de slip en dessous du short ou pas? On a ce débat avec mon mari. Alors moi, je suis pas cycliste et les cyclistes te disent qu'il faut pas en mettre. Ah oui, en cycliste, t'en mets pas. Voilà. Mais moi, sinon, j'aurais tendance à conseiller. Alors après, je suis sage-femme, donc vous aurez compris par définition que c'est plutôt les vulves, mais mon champ de travail, ça limite quand même les frottements. D'en mettre un. Okay. Enfin, je pense que si tu le choisis bien, versus, je sais pas, moi je trouve qu'il y a encore
quand même beaucoup de shorts de nana, même avec les cyclistes qui sont pas toujours très adaptés. La couture, le truc, voilà. Bah alors, du coup, troisième partie, c'était l'idée de comment on fait après tout ce qu'on s'est raconté pour mener en parallèle une pratique sportive épanouissante et une vie intime épanouissante. Alors voilà, l'idée c'était de vous donner quelques pistes et puis aussi peut-être que vous nous donniez vous aussi. En fait, je suis sûre qu'il y a une intelligence collective là, que chacune a déjà fait face à des difficultés peut-être parmi celles qu'on a évoquées et se dire en fait comment on fait quand on est en couple pour continuer à se faire plaisir dans le sport tout en ayant une vie intime chouette quoi. Ouais. Alors, Qui a commencé? Je pense que déjà c'est d'avoir de la disponibilité pour ça, mais tu vois autant au niveau énergétique que émotionnel que horaire. Voilà. Ouais. Non mais c'est vrai, il y a de ça. On n'a pas parlé du surentraînement, mais je pense que ça peut impacter aussi. Le surentraînement, globalement, c'est un peu les mêmes symptômes que le RED-S, c'est juste que c'est pas la même origine. Et quand on parle de surentraînement, moi j'aime bien rappeler que c'est plus un syndrome de sous-récupération que de surentraînement. C'est pas forcément que je m'entraîne beaucoup et énormément, c'est j'ai pas les capacités pour récupérer. Et du coup, la nutrition peut impacter aussi ça. J'ai pas justement assez d'énergie pour bien récupérer. J'attends de temps. Bah là, c'est les Ah mais c'est les gars versus YCC. Donc oui, assez de disponibilité au niveau énergétique, au niveau émotionnel aussi. Je pense quand on est trop pris dans le flux de la performance à tout niveau d'ailleurs. En fait, c'est On n'est ça. pas obligé d'être sportif de haut niveau. Exactement. Je pense que même moi, à mon niveau d'amatrice, on est beaucoup dans ce cas-là où l'entraînement, ça nous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité et beaucoup de charge mentale. Mais je vais rebondir dessus, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Et tu disais, même moi en tant qu'amatrice, en réalité, dans un certain nombre de métiers passion, c'est-à-dire même en s'éloignant du sport passion, on observe ce qu'on appelle un transfert libidinal. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui vous avez un sujet qui vous passionne tellement, dans lequel vous vous investissez corps et âme, physiquement, on va y arriver, que en fait, on parle de la bande passante émotionnelle, elle est bouffée en fait. Le temps, il est bouffé, la bande passante, et c'est vrai de beaucoup de métiers passion, c'est vrai beaucoup de sport passion, mais ça pouvait être une activité artistique, ça pourrait être n'importe quelle activité, même professionnelle, un projet professionnel qui vous bouffe. Quand vous lancez un projet entrepreneurial, vous y passez tout votre temps, toute votre énergie, etc. La disponibilité pour la vie intime, elle est extrêmement réduite. Et donc voilà, j'ai envie de dire, ça se superpose en fait toutes ces différentes couches, qui fait que pour la vie intime, pour la vie de couple en particulier, il reste peau de chagrin. Et là, si on ne fait rien et si on ne communique pas en particulier, j'allais dire, on va droit dans le mur. En fait, c'est ça la grande difficulté, c'est qu'on peut se retrouver, et c'est un peu comme le RED-S, tu sais, ça s'installe doucement. Sans s'en rendre compte, ouais. C'est ça. Doucement au sein de la relation, il y en a un qui se met à pratiquer, à performer, à s'investir de plus en plus. L'autre qui est un peu plus en attente de moments partagés. Et puis à un moment, en fait, on s'éloigne énormément. On se dit, ok, là on est vraiment très éloigné. Qu'est-ce qu'on fait? Non, j'avais fini ma partie, moi. Vas-y. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est que évidemment, tu as dit le mot magique, la communication. Moi, il y a deux choses que j'ai envie de dire. C'est premièrement, si on ne fait rien, pour moi, j'appelle ça en fait se donner des rendez-vous. Pas des rendez-vous parce qu'il faut évidemment avoir des relations, mais juste parce qu'on a envie d'avoir des relations et que c'est galère de se croiser. Et donc, pourquoi on organiserait nos 3-4 sorties par semaine et pas la sortie qu'on ferait en commun? Et si finalement, le moment venu, on n'a pas envie d'avoir une relation sexuelle, en fait, c'est juste un moment partagé et ça nourrit le couple. Et puis surtout, en fait, on va pas finir là-dessus, mais c'est parce que j'aime bien le dire, mais je sais que de toute façon, tu vas rebondir, mais je sais que tu as encore plein de conseils, mais c'est aussi OK de pas avoir envie d'avoir des rapports.
Je pense que c'est aussi là-dedans, quand tu parles de communication, c'est de se dire, en vrai, est-ce que ça nous dérange vraiment? C'est que c'est OK de pas avoir envie, hein, tant que les deux sont OK. Je me souviens je vais vous donner l'exemple pour le coup du postpartum, mais bon, c'est parce que c'est quand même un moment où la libido est en berne. Je me souviens d'un couple que je vois, et la nana qui me dit, est-ce qu'on est normaux? Ça fait 9 mois qu'on n'a pas eu un rapport. Et je lui dis, et comment ça va pour l'un, pour l'autre? Enfin, comment vous le vivez? Bah, nous, en soi, ça va, mais on se demande si on est normaux. Donc, en fait, vous êtes en train de me dire que vous, ça va pour les deux. Il n'y a pas de tension dans le couple. Non, mais on se dit que peut-être que quand même, on n'est pas normaux et que c'est grave pour notre couple. Bah non, si tout va bien pour vous, on s'en fout. Et en fait, c'est OK aussi, on le dit jamais. Quoi, 9 mois? En fait, c'est bon. Enfin, il y a aussi parfois des moments où c'est OK d'avoir d'autres priorités, l'esprit pris. Et tant que dans la communication, les deux membres sont juste alignés sur ce qu'il y a dans le couple, c'est tout. N'allons pas chercher des problèmes si en vrai, il n'y a pas de tension. Je veux dire, en fait, c'est hyper dur, mais j'ai envie de dire, ne vous comparez pas. Je pense qu'on se le dit beaucoup en sport, mais en plus, on a une pratique sportive qui fait que on a Strava, on regarde un peu nos temps, les temps des autres, et il y a un truc en sexualité, mais comme dans la vie en général, et c'est très dur, c'est ne vous comparez pas. Et en plus de ça, on est quand même vachement biberonné à des injonctions depuis toujours, qui est il faut faire l'amour tant de fois par semaine, sinon c'est-à-dire qu'on n'est pas un vrai couple, sinon ça veut dire que on sait pas communiquer, ou on va pas bien, ou on n'est pas normaux. Et je pense qu'en réalité, on s'est surtout construit avec ces injonctions et ces obligations, et on se met la rate au courbouillon soi-même, alors qu'en réalité, comme tu le dis très bien, parfois dans le couple, mais en fait, il y a 1000 manières de vivre une complicité de couple. Si vous, votre complicité de couple, c'est de faire des randos en plein air avec votre chérie, mais grand bien vous fasse. Enfin, je veux dire, cette complicité, les échanges que vous avez, les paroles, l'intimité que vous partagez, elle est potentiellement mais 1000 fois plus riche, précieuse, intense que des couples qui communiquent pas du tout et qui se disent il faut baiser parce que sinon on n'est pas un vrai. Lâchez tout, vivez vos complicités comme ça vous arrange, et si vous êtes fatigué parce que vous entraînez fort tous les deux, ça peut juste être on mate on se met dans le canapé sous un plaid avec la série Netflix qui nous plaît, on cuisine ensemble des bons petits plats parce que c'est à notre kiff. En réalité, il y a 1000 champs en fait pour enrichir votre complicité de couple. Le sexe, c'est juste un outil parmi tout le spectre de choses à votre disposition, et donc arrêtez de vraiment vous mettre la rate au courbouillon avec la quantité, privilégier la qualité. Il vaut mieux faire l'amour une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quand on a envie, mais vraiment de se bouffer l'un l'autre, qu'on a envie de vivre un échange hyper chouette, plutôt que d'autres choses. Et ne vous comparez pas. Et aussi, parce que tout à l'heure on parlait de difficultés érectiles que peuvent vivre notamment des sportifs, etc. Je pense qu'on a encore un sacré travail à faire pour arriver à dissocier sexualité et reproduction. Je rappelle que sexualité n'est pas égale à pénétration. On n'a pas besoin d'un rapport reproductif pour que ce soit une sexualité à part entière. Le sexe oral, c'est une sexualité à part entière. Jouer ensemble avec des jouets, sexe manuel, tout ça, c'est du sexe à part entière. Et quand il n'y a pas d'érection, on s'en cogne. J'ai envie de dire, tout le monde a des orifices à explorer. Tout le monde peut acheter quantité de jouets, et surtout, acheter Jouissance Club. Et c'est une bible du sexe non pénétratif. C'est 300 pages, littéralement, avec tout ce qui est possible de faire avec 2 corps sans passer par la case pénétration des sexes. Et c'est magique. Donc j'ai envie de dire, ça permet, en cas de périnée un peu tonique, en cas de difficulté érectile, de se donner mutuellement mais énormément de plaisir, en s'adaptant à ce qu'on a à disposition. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous heurtent, qui vous interpellent? Vous êtes un peu un exemple aussi en termes de communication, c'est-à-dire il y a un truc qui vient, c'est une difficulté, on ose en fait poser ça sur la table et se dire ok, on a compris que là il y a potentiellement un écart, et c'est ce que j'appelle clarifier les attentes, essayer de clarifier la situation. Je dis ok,
Donc si tu viens plus vers moi, ou si quand je vais vers toi tu refuses, c'est pas parce que tu ne m'aimes plus, c'est pas parce que je te désire plus. Ok, non, c'est parce qu'il y a une cause, du coup en l'occurrence, qui est vraiment endogène, qui est liée à ta pratique sportive et dont on va pouvoir parler, essayer de trouver une solution pour qu'on puisse se retrouver. Et franchement, j'aimerais que tous les couples aient cette possibilité. C'est chouette ce que vous avez fait, bravo. Vraiment. Bon, faut pas que ça te Ouais. Non, mais c'est hyper aussi intéressant ce que tu viens de dire parce que le pas trop longtemps, poursuivre également des couples de sportifs de haut niveau. Où parfois voilà, il y a chacune, même les deux en même temps qui avancent dans leur carrière sportive, ce qui arrive souvent parce que comme ils se côtoient énormément dans les teams, les athlètes, etc., on retrouve des couples de grands sportifs. Et effectivement, ils n'ont pas forcément leurs échéances en même temps, ils n'ont pas forcément leur bloc de prépa en même temps. Et effectivement, parfois, on se retrouve dans une situation un peu lunaire, sans parler des déplacements pour aller sur les sites des compétitions et des courses, où et ben en fait il faut pas que ça dure trop longtemps, s'installe dans une forme de chronicité. Et là on est aussi des fois on me dit ouais, et là quand je vous dis ça, il y a parfois des objectifs qui sont des olympiades. Ça veut dire qu'on est sur des échéances pas forcément en mois comme l'UTMB en fait, on est parfois sur des échéances d'années. Et la grande question c'est il faut pas que ça dure trop longtemps. Comment on fait, Charline, quand on sait je sais pas que je l'aime, que c'est la femme de ma vie, mais que elle, son objectif, tu vois, c'était Paris 2024 ou Los Angeles, et je sais que elle est repartie dans un truc où elle sera plus disponible non plus pendant longtemps. Comment on fait? Et c'est vraiment pas simple à apporter comme solution. Et puis encore une fois, clarifier les attentes. Est-ce que voilà, c'est quoi être un couple? Qu'est-ce que notre vie intime? Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qui toi te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Est-ce que c'est compatible sur un projet long terme? Voilà, et je pense que ces sujets-là, encore aujourd'hui, dans les teams notamment et les fédés, c'est un sujet qui est très très peu abordé. Donc voilà, donc à votre échelle, voilà, vous avez déjà vachement bien avancé quoi. Que l'un se lance, préparer un petit histoire ensemble. Ouais. Par exemple, quand ça m'est arrivé de préparer la diagonale des fous, de me lancer à courir. Ouais. Avec ma femme qui peut pas être sportive, on est des randos ensemble, il y a rien de particulier. Ouais. En plus, on se remet tous les deux. Moi, je travaillais dur, elle travaillait de nuit. Vous cumulez quand même. D'aller m'entraîner, en plus, t'as tout le boulot, on rentrait, on se croisait, on se voyait pas. Ça a duré combien de temps cette phase? Quelques semaines, peut-être au moins, c'est passé. J'ai dit à mes parents, je ne vois pas avec les enfants en plus, rajouter une charge d'entraînement sur un planning compliqué. Eh ben franchement, c'est super de t'entendre et de dire voilà, tu fais avec une nouvelle donnée et tu vas pas rajouter du stress là où il y a déjà un stress parental qui fait que la bande passante disponible pour le couple, on va pas se mentir. Avec les enfants, on fait comme on peut. Donc, tu vas pas te rajouter en plus un bloc prépa. Et j'ai envie de te dire, merci d'en parler. Parce que c'est pas simple, la parentalité qui se rajoute. Voilà, moi, j'en parlais hier avec Arthur Joyeux-Bouillon. Et en fait, adapter également, du coup, ses objectifs à les écarter un peu pour, pas pouvoir être à la fois un parent épanoui, un partenaire, avoir une vie de couple épanouissante et en même temps avoir des échéances sportives qu'on peut honorer. Potentiellement ça va passer, on écarte en fait les échéances pour pas il y a un temps pour tout, exactement. Moi j'ai une question pour Nouchka parce que donc il y a quand même beaucoup de fatigue liée au fait de s'entraîner beaucoup sans forcément parler de surentraînement. Toi c'est quoi un peu les erreurs de base où tu te dis si seulement les gens juste ils faisaient ces, je sais pas, 2-3 trucs tellement basiques mais qu'on oublie tout le temps quand on commence à s'entraîner et que tu te rends compte que les gens en fait ils ont vraiment pas suffisamment d'énergie et qu'ils pourraient mieux s'alimenter, faire des petits ajustements tout simples. Je vais te dire une chose, c'est déjà être conscient que tu as besoin de plus d'énergie. Donc de manger plus concrètement. Parce que beaucoup se rendent pas compte et calquent l'alimentation du bien portant sédentaire ou sportif loisir sur une pratique où en fait tu as des dépenses qui sont parfois 2 à 3 fois plus élevées. Et je dis toujours activité sportive extrême, alimentation extrême.
Et faut pas s'étonner d'avoir une alimentation extrême où tu as beaucoup de calories, beaucoup de glucides, parfois des aliments qui sont pas connotés sains ou quoi. Si à côté tu as une activité sportive qui le nécessite, t'es obligé, t'as des dépenses qui sont plus importantes, t'es obligé d'apporter plus d'apports. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, pas forcément qu'ils ont des besoins plus importants, mais qui dépensent autant, quoi, en fait, tout simplement. Parce que est-ce que la question que je me pose, il y a avec l'alimentation, mais aussi avec le fait de dormir, tout simplement, c'est dans quelle mesure on n'accepte pas trop à quel point notre entraînement peut nous fatiguer. Toujours, enfin, c'est ce juste équilibre. Enfin, là, vous en avez parlé, mais je m'inclus dedans, hein. Le problème, c'est que les sportifs, ils font plus attention que la moyenne. Vous avez et du coup, ils ont plus de risques, quoi. En fait, mais merci d'en parler. Vraiment, merci d'avoir abordé le sujet. Ouais. Ah ouais. Ah ben, il y a des études qui ont été menées sur des trailers. C'est une femme sur 2 qui mange pas assez et un homme sur 4 quand même. En fait, c'est 50% des femmes. C'est ça, en fait, quand j'ai appris le RED-S, donc vraiment déficience en termes d'énergie, on m'a dit c'est la moitié des femmes. J'ai dit mais la moitié des élites. Et non, la moitié des femmes. Non, ouais. C'est la moitié des amatrices aussi et la moitié des élites. Je pense que t'as raison d'en parler parce que on se fait avoir en fait. Oui, et c'est vrai que l'absence de règles, comme c'est un signal un peu fort, souvent ça va plus faire réagir les femmes et plus les amener à consulter. Mais je trouve que comme on est dans une société fatigante, on est tous stressés et fatigués, et ben finalement on tolère d'être tout le temps fatigué. Et je trouve que c'est aussi important de se dire, ok, on s'adapte, mais il y a des trucs, c'est tout. On se dit, bah non, ça c'est ma limite aussi. C'est mon corps qui me parle. C'est peut-être que je suis allée trop vite pour lui, pour qu'il s'adapte à cette charge d'entraînement, que j'adapte mon alimentation, que peut-être que aussi ma baisse de libido d'une certaine manière, si je suis amateur, bah dans quelle mesure c'est aussi une boussole par rapport à ce qui est important pour moi dans ma vie. Exactement. Oui, non mais j'essaie de me dire quels sont les grands messages en conclusion qu'on peut donner dans ce talk. Alors moi, s'il y a des baisses de libido, je vais d'abord conseiller de manger assez de graisse avant de chercher à compléter, quoi. Je sais exactement ce que j'allais dire. J'ai envie de dire la baisse de libido. D'abord, tu vas te nourrir assez, tu vas dormir davantage et tu vas t'entraîner un peu moins. Enfin voilà, en fait c'est bête, hein, mais quand on demandait à Kylian Jornet, c'est ça, c'est quoi ton secret? Il disait manger suffisamment, dormir beaucoup, etc. En fait, il y a des trucs de prévention qui sont du bon sens. En fait, c'est juste de l'hygiène de vie de base hein, qu'on oublie parfois. Et dans tous les cas, il y a aucun super aliment qui va avoir un pouvoir miraculeux et qui va tout régler. Et enfin, peut-être, je rappelle, alors pour rebondir sur ce que tu disais, Charline, tu disais la libido c'est une boussole, c'est vrai. Parfois, hein, pas. Et en même temps, je sais pas comment dire ça, mais les gens viennent me voir en disant, je suis hyper inquiète, Charline, j'ai plus de libido. Et j'ai dit, ok, est-ce que c'est un problème pour toi? Non. Est-ce que c'est un problème pour ton ou ta partenaire? Non. Oui, c'est ce qu'on. Et en fait, mais c'était hallucinant la pathologisation de l'absence de libido ou de la baisse de libido. En fait, ce n'est pas un problème en soi, comme plein de choses. Ce n'est un problème que si ça a des conséquences en termes de souffrance. Souffrance pour vous, souffrance pour l'autre, souffrance pour le couple. S'il n'y a pas de souffrance liée à votre baisse de libido, si en communiquant, si en trouvant d'autres champs de complicité, d'intimité, vous vous épanouissez, mais vraiment tout va bien. Encore une fois, ça peut être une boussole il y a des choses à régler, mais en soi, c'est pas d'un point de vue vraiment sexothérapie, ce n'est pas en soi un problème. Donc, se nourrir suffisamment, s'écouter, communiquer. C'est ok de faire l'amour à condition de pas faire ce qu'on a fait hier soir, c'est-à-dire non mais dans le sens hier on n'a pas les on a la rétropédale, mais parce qu'en fait on s'est couché tard et on a bu de l'alcool et je me promets j'étais pas là perso. Voilà. Et toi t'étais pas là. En vrai je me suis dit faut pas que je raconte ça à Nouchka parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas pour la récup, mais j'ai pas assez dormi et j'ai bu de l'alcool et en vrai c'est surtout ces sujets-là qui sont souvent liés au sexe ce qui fait que donc en fait vous avez parfaitement le droit de faire l'amour, de faire l'amour à vous-même,
du moment que c'est pas dans la demi-heure ou dans les 2 heures qui précèdent pour pas avoir cet endormissement. On communique, on va consulter en cas de besoin. de douleur, De fuite urinaire et même de questions en général. Voilà. Vraiment, je rappelle que les sages-femmes, c'est pour tout le monde, pas forcément les personnes qui ont eu des enfants. On voit les couples aussi, donc et de plus en plus aussi, on est habilité à voir les hommes. C'est encore peu connu, mais en fait, pour poser des questions de santé sexuelle, vous pouvez aller voir une sage-femme. Et c'est pris en charge à 100%. Merci. Merci à tous pour votre écoute et votre participation. Franchement, trop chouette sur ces sujets-là. Et achetez les livres de tout le monde, celui de Nouchka, celui de Charline et celui de Charline. Mais mon Dieu, mais oui, mais carrément.